Bien, bonsoir à toutes et à tous qui nous avez rejoints sur cet échange en visio qu'on a organisé avec Aspen France, avec deux bons connaisseurs de la France qui vont nous permettre de mieux nous comprendre grâce à leur regard extérieur, une Allemande et un Suisse que je présenterai dans un instant, autour d'une thématique qu'on a voulu nommer d'une manière un peu provocatrice en évoquant à la fois la dissolution et les Jeux Olympiques. L'idée est de voir un peu dans quel état est la France et comment elle est vue de l'extérieur dans cette période où nous avons à la fois une grande exposition internationale et d'assez bonnes raisons de nous réjouir avec les Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir après-demain et qui ont déjà d'ailleurs commencé aujourd'hui. Et puis d'autre part, un grand trouble, en tout cas en France, s'agissant de la situation politique qui est tout à fait inédite et qui nous amène à nouveau à nous poser des questions sur nous-mêmes et notre identité. Pour cet échange, nous partagerons le plaisir de l'animation Jean-Christophe Bas et moi-même. Jean-Christophe, à qui je donnerai la parole dans un instant. Comme vous le savez, nous sommes l'un et l'autre deux des vice-présidents d'Aspen France. Nous n'avons pas la présence de notre président qui a un deuil dans sa famille, mais qui est avec nous par l'esprit comme toujours. Je tiens à vous remercier tous d'être présents ce soir pour cet échange, mais je tiens particulièrement à remercier Britta Sandberg et Richard Verly pour leur présence et pour l'éclairage qu'ils vont nous apporter. Alors, je vais présenter rapidement l'un et l'autre, rapidement parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire que ce que je vais dire. Je commence par vous, Britta. Merci à nouveau d'être avec nous. Vous êtes correspondante à Paris du Spiegel, qui est un grand magazine allemand, le plus grand magazine allemand, dirais-je. Vous êtes diplômé de sciences politiques et d'histoire de l'Université de Munich. Vous avez dirigé, avant d'être correspondante à Paris du Spiegel, vous avez dirigé le service étranger de ce journal. Et vous avez également été journaliste à RFI, à la Süddeutsche Zeitung et à la Bayerische Rundfunk. Tout ça sonne vraiment très bavarois, donc vous êtes vraiment une bavaroise. Est-ce que vous êtes né en Bavière ou est-ce que c'est le hasard? Non, non, c'est pas du tout. J'ai fait mes études à Mulhouse, c'est ça. Les Donc, études à Munich c'est pas du tout bavarois. et ensuite vos premiers jobs également dans le sud de l'Allemagne. Voilà. Et alors, j'ai vu que vous aviez publié un livre sur la Côte d'Azur. Est-ce que je suis bien renseigné? Oui, oui, tout à fait. J'aime bien le sud de la France. Ben voilà, c'est après le sud de l'Allemagne, le sud de la France. Et à Voilà. Sciences Po à Paris. Voilà, ça c'est vrai. Merci d'être avec nous de nouveau. Richard Verly, bonsoir. Vous êtes, vous, peut-être le plus français des Suisses, puisque vous avez les deux nationalités, mais que les hasards de la vie vous ont fait naître à Neuilly-sur-Seine. Donc vous êtes techniquement français. Vous êtes d'ailleurs diplômé de sciences politiques et de la Sorbonne, quoi de plus français, mais vous avez été correspondant, vous êtes correspondant pour la France de Blick qui est un grand journal qui est d'origine suisse alémanique, mais qui a maintenant une version francophone, version romande. Vous publiez également chaque semaine une espèce de petite vignette très amusante qui s'appelle République, Répu donc R-E-P-U, et puis Blick comme le journal B-L-I-C-K. Vous êtes journaliste depuis assez longtemps. Vous avez sévi à La Croix, à Suisse Info, à la RTS, au Journal de Genève, dans plusieurs journaux français également. Puis vous avez été correspondant en Asie pour certains journaux français et suisses. Vous avez même, je crois, couvert la guerre en Irak. Voilà, et vous avez publié récemment deux livres, l'un qui évoquait le passé français de cette France coupée en deux par la ligne de démarcation qui s'appelait La France contre elle-même, ça c'était en 2022, et vous venez de publier Le bal des illusions, qui traite assez largement le sujet qu'on va évoquer ce soir, c'est-à-dire l'image de la France à l'étranger, qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait avoir, ni celle qu'on croit avoir. Voilà, donc nous avons autour de nous pour évoquer le sujet de ce soir, deux bons connaisseurs à la fois du pays et de l'image du pays. Et je donne tout de suite la parole à Jean-Christophe, qui va être notre maître de cérémonie pour cet échange. Merci beaucoup, Philippe. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Et je pense qu'on va assister à un échange extrêmement intéressant et nourri avec Britta Sundberg et Richard Berly. C'est un exercice, comme vous le savez, qu'on pratique assez régulièrement à Aspen, de demander justement à des correspondants de la presse étrangère de nous donner un peu notre point de vue à un certain nombre de moments difficiles, de moments clés et on est particulièrement heureux de le faire aujourd'hui. Euh, J'aurais tendance dans ce climat un peu extrêmement confus et improbable, peut-être de reprendre la formule
de l'ancien Premier ministre québécois Daniel Thompson ou Johnson qui disait: lorsque je me regarde, je me désole, mais lorsque je me compare, je me console. Alors je ne sais pas si effectivement, en se comparant avec d'autres, on peut se consoler, ou bien s'il faut que l'on reste dans notre désolation qui a tendance un peu à envahir les esprits en France en ce moment, avec effectivement une situation politique pour le moins chaotique et confuse, et avec en contraste ce qui devrait ou ce qui pourrait être un moment d'euphorie collective, où on pourrait faire ce que l'on appelle faire nation à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Et donc, est-ce que effectivement le climat politique dans lequel se trouve la France et l'impasse dans laquelle elle semble se trouver aujourd'hui va contrarier finalement la grande fête sur laquelle des milliers de dirigeants, d'acteurs français de toutes origines travaillent pour en faire une sorte de grande fête mondiale pour la France, et tout de même l'événement mondial qui est le plus retransmis avec des milliards de téléspectateurs. Et il semblerait que, effectivement, depuis quelques semaines, l'intérêt ou l'engouement pour ces Jeux Olympiques n'a pas été réellement la première préoccupation des Français. Je pense que ces deux éléments vont cadrer notre débat, mais notre intention aussi aujourd'hui, en vous invitant, Britta et Richard, c'est de peut-être de voir un peu plus largement, comme l'a dit Philippe dans son introduction. Vous êtes des observateurs plus qu'avertis de la France depuis de nombreuses années, et je pense qu'il est intéressant que vous puissiez nous dire, au-delà de la situation immédiate dans laquelle nous sommes, comment, vu de votre pays, la France est vue et perçue dans son évolution de ces dernières années, et comment le leadership aussi à laquelle la France prétend sur la scène internationale, eh bien, comment est perçu ce leadership. Et donc, je vais donner la parole tout de suite à Britta. Ce n'est pas la peine que je vous redonne les éléments de biographie, puisque Philippe l'a fait. Je voudrais simplement rappeler que vous êtes effectivement la correspondante en France du grand hebdomadaire de Hambourg, Der Spiegel. Et donc, Der Spiegel, pour ceux qui ne sont pas germanophones, ça veut dire le miroir. Donc, il est parfaitement bien nommé aujourd'hui, puisque on va se mettre à votre miroir. Et je crois que il y a eu, avec ce qui s'est passé dans cette évolution politique des dernières semaines, de grandes interrogations en Allemagne aussi. Le président Macron a fait, je crois que c'était au mois de mai dernier ou au mois de juin, ou fin mai, je crois, une visite officielle en Allemagne qui a été, je crois, un véritable succès, qui a permis peut-être de réactiver une volonté franco-allemande de coopération et d'intégration européenne. Est-ce que le choc de la dissolution et de la situation dans laquelle nous sommes amène les dirigeants allemands et au premier chef le chancelier à s'interroger sur la fiabilité de ce partenaire? C'est évidemment une question à laquelle beaucoup s'interrogent et s'inquiètent. Voilà, Britta, donc je rappelle simplement les règles du jeu pour nos invités. Vous aurez à peu près une quinzaine de minutes pour un propos liminaire, Britta puis Richard, et ensuite nous organiserons une discussion entre nous pendant un quart d'heure, et nous prendrons un certain nombre de questions de nos invités que j'invite d'ores et déjà, à partir de maintenant, d'envoyer par le chat, d'envoyer vos questions ou vos remarques. Ce n'est pas forcément des questions, ça peut être aussi des remarques complémentaires, comme le veut la tradition d'Aspen. Et pour celles ou ceux qui souhaiteraient intervenir en live, vous avez une petite main que vous pouvez lever au bas de votre écran. Et donc, si vous levez la main, à ce moment-là, on vous donnera la parole en live.
Sinon, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions par écrit. Voilà, merci beaucoup encore. Et Britta, c'est à vous. Merci, merci et bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de vous éclairer sur les réactions en Allemagne suite à ce qui s'est passé le soir du 9 juin. Et c'est vrai que ces réactions étaient, ou les événements, l'annonce de la dissolution était vraiment très peu après cette visite d'État que j'ai accompagnée, qui était donc à Berlin, à Dresde, et qui était un véritable succès. Et je crois que les Allemands ont à nouveau apprécié Emmanuel Macron après des mois de malentendus, de petits problèmes entre Scholz et Macron. On avait l'impression qu'à nouveau, les relations sont sur une nouvelle voie, mais sur une bonne voie. Alors, je crois que pour comprendre les réactions, il faut d'abord regarder un peu quelle était l'image de votre président en Allemagne. Et à vrai dire, depuis 2017, on a souvent envié la France d'avoir un président comme le vôtre, un président qui n'a pas peur, un président qui ose des choses, qui prend des initiatives aussi au niveau international. Et je crois qu'il y avait une certaine forme de jalousie aussi, puisque Emmanuel Macron était en partie vraiment le contraire de nos leaders politiques. Nous, actuellement, on a un chancelier qui attend, qui hésite longtemps avant de prendre des décisions, qui ne se prononce pas bon, auquel on reproche qu'il ne prend pas assez d'initiatives, qu'il a parfois peut-être peur des conséquences. Et ce qui n'est pas du tout le cas de Emmanuel Macron. Et l'admiration était aussi, à part cette audace qu'il a pu montrer, évidemment, vu de l'Allemagne, pour son engagement très décidé pour l'Europe. L'engagement qui, à mon avis, chez Macron, était la plus grande continuité peut-être dans sa politique internationale. Son engagement pour l'Europe, pour une Europe plus forte, pour une Europe plus souveraine, pour une Europe qui essaye de construire une défense plus autonome. Plein de sujets sur lesquels les Allemands n'étaient pas forcément d'accord, mais qui avaient un vrai Européen en face qui défend cette Europe et qui est pour cette Europe. Ça les a rassurés et ça les a aussi impressionnés. Je sais qu'en Allemagne, les deux discours de la Sorbonne ont été très suivis. Les Allemands ont été très attentifs à ce que Emmanuel Macron a dit pendant ses discours. Et là vient, je crois, la première grande surprise, voire déception. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, le soir du 9 juin, euh, en quelque sorte instrumentalise ces élections européennes, qui étaient des élections européennes et non pas nationales, et desquelles il avait toujours dit avant que ça n'avait aucun impact national. Il avait répété à plusieurs reprises. Bah, il les instrumentalise en quelque sorte et fait suivre au résultat un vote national. Et ça, c'est la première chose que les Allemands n'ont simplement pas compris. Je crois que, comme d'ailleurs beaucoup de Français l'ont pas compris. Quel est son motif? Pourquoi on croit, même si la participation aux élections européennes était autour de 50%, pourquoi on croit, après une défaite, en refaisant une élection, que le résultat va s'améliorer? Ça, je crois que les Allemands sont des gens qui fonctionnent beaucoup par le ratio, sont très raisonnables. Donc, il y avait une grande incompréhension à tous les niveaux par rapport à cela. La deuxième surprise, voire je crois que pour beaucoup, un certain choc, était de découvrir un nouveau côté, peut-être qu'on soupçonnait un peu toujours chez Macron, mais ce côté joueur, euh, de risquer des choses, mais jusqu'à un niveau qui paraissait en Allemagne irresponsable.
Les Allemands, ils ont toujours été très sensibles par rapport à la montée du Rassemblement national en France. Ils ont suivi, j'ai écrit, je suis là depuis 2019, j'ai écrit je ne sais pas combien d'articles sur la montée du Rassemblement national. J'ai fait des portraits de tous ceux qui en font partie. Donc, c'est vu et lu avec un grand intérêt en Allemagne et vu évidemment avec une grande inquiétude. Alors que le président a rendu avec sa décision possible ou a couru le risque d'approcher le Rassemblement national du pouvoir de Matignon, de éventuellement rendre possible que le gouvernement soit dans les mains du Rassemblement national, a beaucoup étonné, voire effrayé les Allemands. Et selon les interprétations qu'on a eues peu à peu en France, il paraissait quand même des raisons, des motivations plutôt égoïstes, hein, ou peut-être même égocentriques pour cette décision. Donc là, je crois, s'ajoute aussi une, comment dire, en anglais, on dirait un clash de culture. En Allemagne, on aurait essayé de préparer la situation politique ou de la résoudre, de la surmonter autrement. Je crois que c'est à la fois peut-être un élément de culture différente et de personnalité, de caractère différent. J'ai toujours observé que pour Emmanuel Macron, le fait d'aller vite, le fait de créer un effet de surprise est pour lui quelque chose de positif. Aussi puisqu'il est quelqu'un de impatient et que les rouages de la machine politique lui paraît souvent trop lent, pas assez effective. Donc, quand les choses vont vite, c'est en soi quelque chose de bien, j'ai l'impression, et qu'il avait l'impression, ou peut-être la conviction, que en créant cet effet de surprise, euh, la situation va se tourner à son avantage. Donc, les Allemands fonctionnent normalement pas du tout comme ça. Au contraire, j'ai souvent assisté à des situations où le gouvernement français avait proposé, par exemple, à Olaf Scholz de venir rejoindre Macron quand il y avait le président chinois Xi Jinping à Paris. L'invitation a été prononcée quelques jours avant et Scholz a dit, mais non, je ne marche pas comme ça. Quand, qui suis-je ou qui est Emmanuel Macron s'il me demande 5 jours avant? Pareil, quand il y a eu cette conférence de soutien pour l'Ukraine au mois de février cette année à Paris, j'ai demandé, j'ai parlé avec des gens au Quai d'Orsay, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas invité l'Allemagne pour, ça aurait été un bon signe dans ce temps de crise de relations franco-allemandes, de dire, on invite ensemble, Scholz et Macron invitent ensemble à Paris. Et la réponse était, bah, si on avait demandé aux Allemands, ils nous auraient répondu que c'est à trop court terme, c'est pas sérieux de préparer une conférence comme ça en 10 jours, et c'est pour ça on n'a pas du tout demandé. Donc, je crois qu'il y a deux cultures et deux cultures politiques aussi, parce que chez nous, on va certainement en parler après, le modèle des coalitions, le fait de devoir faire des compromis, de se battre pendant des semaines pour trouver une solution, pour avoir des constellations politiques qui pourraient gouverner ensemble, ça fait partie de notre quotidien politique depuis que la Bundesrepublik existe, hein. Et la plupart des gouvernements étaient des coalitions et non pas des gouvernements où un parti avait la majorité, ce qui est dû aussi à l'autre système électoral, la proportionnelle. Donc, qu'est-ce que un Allemand aurait fait à la place de Macron le 9 juin? Je crois, vu cette dissolution dont tout le monde, et lui aussi, a parlé à nouveau cette semaine, qui aurait été possible, probable à l'automne, je crois que ils auraient essayé de rassembler des forces pour être préparés à un vote, une motion de censure à l'automne, pour se mettre avec les forces républicaines raisonnables des républicains ou autres, des socialistes, et créer une majorité contre éventuellement une situation comme ça. Là, dans les yeux des Allemands, et je vais finir là-dessus, je crois que votre président avait soudainement l'air d'un... Enfin, un de mes collègues a écrit l'air d'un pyromane, ce qui est peut-être très fort, mais correspond à ce que beaucoup d'Allemands ont ressenti.
euh, puisqu'ils étaient très contents quand Macron est arrivé au pouvoir, parce que c'était quelqu'un qui paraissait raisonnable dans ce qu'il voulait. Il voulait la réforme de retraite dans les yeux des Allemands. Nous, on est à 67, c'est raisonnable de faire des choses pour favoriser un développement économique, paraissait raisonnable. L'engagement européen était dans l'intérêt des Allemands. Il y avait plein de choses où il y avait beaucoup de concordance, où il y avait beaucoup d'effets positifs, de réactions positives. Et là, c'est comme si je crois que comme si il y avait un autre côté d'Emmanuel Macron qui a été dévoilé et que les Allemands ont découvert le 9 juin et les semaines après, et qui a, à mon avis, quand même beaucoup changé son image. Et je ne sais pas à quel point ça va influencer après à la fois les relations franco-allemandes, mais aussi son rôle, son poids, euh, son pouvoir sur la scène de la politique internationale tout court. Enfin, quand il va, enfin, évidemment, ça va dépendre des majorités en France, mais je crois il a, il s'est je sais pas comment, il s'est réduit à quelque chose qui n'était pas nécessaire et je ne sais pas si on peut déjà aujourd'hui définir les effets négatifs que cette décision va avoir à long terme pour son rôle, pour son image sur la scène internationale. Merci beaucoup, Britta, pour vos propos introductifs à cette discussion ce soir. On retient en 2 mots que vous nous dites très clairement que d'une certaine façon, le président Macron a un peu dynamité le crédit qu'il avait auprès de l'opinion publique, mais aussi des dirigeants allemands. Euh, on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. On peut d'ailleurs s'étonner, enfin, ou comprendre d'autant mieux cet étonnement qu'il y a un certain parallélisme du résultat des élections européennes entre la liste de Renaissance du président, enfin, soutenue par le président de la République en France et celle du SPD en Allemagne, qui ont toutes les deux, je dirais, culminé à un assez médiocre 14%. Et il n'y a pas de parallélisme des formes, puisque chez nous, le 14% a provoqué une déflagration majeure, alors qu'en Allemagne, finalement, ça n'a été que, je dirais, que la constatation d'un faible résultat du parti du chancelier. Donc on peut comprendre effectivement d'autant plus cet étonnement. Euh, euh, je retiens aussi de votre intervention le fait qu'il y a cette espèce de disparité entre les modes de fonctionnement politique du président Macron qui a tendance à vouloir aller agir vite et agir seul, et une culture politique allemande qui est très différente. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus, puisque aussi bien l'Allemagne que la Suisse sont, comme on l'a dit tout à l'heure, je dirais quasiment génétiquement des pays à coalition. Et donc, qui dit coalition dit également compromis. Et compromis dit également le temps, savoir donner du temps au temps. Et donc, je crois qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puisque à ce sujet, au sujet du temps et de la vitesse, je lisais en préparant cette séance, Richard, que votre dernier papier disait le président Macron est un président sprinter qui veut courir le marathon et qu'il devrait bien se méfier de cette volonté de sprinter dans un marathon parce que ses opposants pourraient se montrer beaucoup plus tenaces que lui. Alors voilà, je pense que c'est la meilleure transition vers votre intervention. Je voudrais effectivement rappeler que vous avez écrit ce livre que nous conseillons à tous nos participants, tous nos invités, le Bal des illusions, qui est paru il y a, je crois, quelques mois avec François d'Alençon et qui fait de vous réellement un observateur extrêmement précis de la France. Et là, le livre est d'autant plus intéressant que vous avez demandé à un certain nombre de personnalités tout autour du monde de donner leur perception de la France d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un livre, puisqu'on est
à quelques jours des vacances pour beaucoup d'entre nous, certainement un livre, je pense, qui pourra grandement enrichir vos lectures de l'été. Voilà, Richard, c'est à vous. Merci beaucoup et je vais essayer de, bien évidemment, il y a des points similaires, ça ne vous étonnera pas, entre ce qu'Emmanuel Macron suscite en Suisse et en Allemagne. Les cultures politiques suisses et allemandes sont assez proches, à commencer par la culture du parlementarisme. Et donc, il est assez logique qu'on regarde Emmanuel Macron également de la même façon sous certains angles. Alors, je vais essayer de dire des choses que Britta n'a pas dites et je ne sais pas si ça correspond aussi à ce qu'on pense en Allemagne. Premier élément, c'est un peu caricatural que de le dire, mais vu de Suisse, Emmanuel Macron est un président tellement français dans le bon sens. Je commence par dire les choses positives. Le capital qu'il conserve, même maintenant, au moment où nous parlons, avec tout ce qu'on vient de dire sur la dissolution, les interrogations sur son côté manœuvrier, sur sa capacité ou sa volonté d'instrumentaliser les choses, il reste vu, quand on le regarde de Suisse, comme un président brillant, intelligent, prospectif et qui a une vision du monde. Une vision de l'Europe, mais aussi une vision du monde. Et je le dis parce que vu de Suisse, nous n'avons pas la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou bref, je ne qualifierai pas ça, mais nous n'avons pas beaucoup de politiciens capables de formuler de la manière dont il le fait des idées quelquefois audacieuses, brillantes, de brosser un tableau du monde comme il sait le faire ou un tableau de l'Europe comme il l'a fait lors des 2 discours de la Sorbonne. Et ça, ce capital-là, pour l'instant, reste un capital dont il dispose encore, notamment aux yeux de ce qu'on pourrait appeler la nomenclatura suisse, c'est-à-dire les milieux des affaires, l'élite politico-économique suisse, continue de voir en lui un dirigeant européen brillant, peut-être même le plus brillant de la bande si l'on regarde l'Union européenne. Ça, c'est une première chose qu'il ne faut pas hésiter à dire, et ça explique notamment le succès de sa visite. Britta a parlé du succès de la visite d'Emmanuel Macron en Allemagne. En novembre 2023, il s'était rendu à Berne. Bien évidemment, le politique de cette visite d'État en Suisse n'était pas comparable avec la visite en Allemagne, mais néanmoins, il y a été très bien reçu, il y a été très applaudi, très salué, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. C'est en gros un président, et ça s'est révélé dans le livre qu'on a écrit avec François d'Alençon, je dirais auprès de nos interlocuteurs internationaux, c'est un président avec qui on veut être pris en photo. Si je voulais résumer en une phrase, c'est le président avec qui on a envie du selfie, que l'on soit ministre suisse, que l'on soit universitaire singapourien, que l'on soit Premier ministre thaïlandais, on veut avoir sa photo avec Macron, ce qui prouve qu'il jouit d'un certain prestige, d'une certaine image à l'étranger, d'autant qu'il s'exprime en anglais de manière courante et qu'il abuse même assez souvent de l'anglais pour s'exprimer, contrairement à ses prédécesseurs. Ça, c'est le premier élément. Et c'est incontestablement un atout. Pourquoi j'en parle? C'est parce que même maintenant, ça demeure un atout pour sa fin de mandat, dont on pressent tous qu'elle va être compliquée, mais il garde cet élément, à mon avis, et c'est une corde à son arc. Le deuxième élément, c'est que, vu de Suisse, il est un président qui aime le secteur privé. Je ne vais pas dire qu'il aime l'entreprise, parce que je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron aime les petites et moyennes entreprises et les petits patrons. Mais il aime l'entreprise, il aime le secteur privé, et ces sommets Choose France, d'ailleurs il est en train d'en organiser une espèce de mini Choose France à l'occasion des Jeux Olympiques, c'est un peu importer en France la culture de Davos. Davos, ça ne vous échappera pas, a lieu en Suisse depuis 1971. C'est considéré comme la rencontre internationale qui met la Suisse sur le devant de la scène. Et au fond, Macron, c'est un peu l'esprit de Davos. Et de ce point de vue-là, c'est tellement anachronique, c'est tellement inhabituel d'avoir un dirigeant français qui se sent à l'aise à Davos, qui aime Davos et qui aime fréquenter les grands patrons,
que, bien évidemment, quand vous allez voir des CEO, des patrons de multinationales helvétiques, puisque la Suisse a cette caractéristique d'abriter pas mal de multinationales pour les raisons que vous connaissez bien, eh bien, ça contribue à sa bonne image. Donc voilà, je voulais d'abord donner ces deux éléments, parce que je crois qu'il ne faut pas les oublier dans le bilan qu'on serait tenté de faire d'Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que derrière Emmanuel Macron, il y a la France, et c'est donc une France qui est perçue comme quand même étant capable d'accueillir le secteur privé, une France qui comprend l'importance de la modernisation, qui comprend l'importance de l'innovation, etc., etc. Après, les deux éléments, par contre, qui font que les Suisses savent pertinemment qu'Emmanuel Macron ne sera jamais suisse, c'est que, globalement parlant, il ne respecte pas les gens. Je vais très vite dans ma formule. Elle est là aussi volontairement caricaturale. Vous savez, un politicien suisse, c'est un politicien qui prend du temps avec les gens normaux, qui leur parle dans un langage normal, quelquefois parce qu'il ne sait pas faire autrement, il faut bien le dire, qui leur parle avec des mots normaux, qui utilise des expressions usuelles. Et Macron, c'est pas ça du tout. Et le fait que, par exemple, il adore truffer ses discours de mots que quelquefois, même vous et moi, on est surpris de les entendre, vu de Suisse, c'est quand même une forme d'arrogance. C'est-à-dire, et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est la traduction, aujourd'hui j'entends, depuis la dissolution, c'est à mon sens la traduction de cette arrogance, de ce manque d'empathie, c'est-à-dire au fond quelque chose que on a beaucoup lu et que les journalistes français écrivent en permanence, c'est qu'il est convaincu que le charme, c'est la même chose que l'empathie. Or, le charme, ce n'est pas l'empathie. La séduction, ce n'est pas l'empathie. Et en Suisse, on a l'habitude d'avoir des hommes et des femmes politiques qui, peut-être de manière forcée, mais font preuve d'empathie, c'est-à-dire se mettent au niveau des gens qu'ils administrent et se comportent, disons, d'une manière normale. Or, Emmanuel Macron, par son itinéraire, par sa vie, par sa manière d'agir, ne se comporte pas comme quelqu'un de normal, entre guillemets. Et ça, c'est sans doute ce qui nourrit en Suisse, non pas du ressentiment, parce que les Suisses n'ont pas de raison d'avoir du ressentiment vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ce n'est pas lui leur président, mais une forme de méfiance. Est-ce que ce type est honnête? Voilà. Si je voulais résumer, est-ce que ce type, on peut lui faire confiance? Il est brillant, il a des brillantes idées, mais est-ce que vraiment il est digne de confiance? Voilà. Ça, c'est le premier, je dirais, premier élément un peu de scepticisme qui, en Suisse, entoure la personnalité d'Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans qu'il est au pouvoir. Le deuxième élément, c'est que il joue, je me fais l'interprète de ce qu'on pense de lui en Suisse, il joue un peu trop au-dessus de sa ligue. C'est-à-dire que, vous savez, on a cette formule, je ne crois pas qu'elle est l'apanage de la Suisse, mais on l'entend assez souvent en Suisse, que la France est un voyageur de seconde classe qui persiste à voyager en première, à vouloir voyager en première avec un ticket de seconde. Emmanuel Macron, il voyage en super première. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça existe, la super première. Mais voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre que la France n'a plus les moyens d'un certain nombre d'ambitions. Or, et ça c'était très frappant lorsqu'on a fait ce livre avec mon co-auteur, ce que je dis là de la Suisse, beaucoup de pays le voient. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas que la France joue un rôle. Beaucoup d'entre eux souhaiteraient que la France joue un rôle. Et donc, Emmanuel Macron, puisqu'en France, le système étant vertical, tout remonte au président. C'est qu'il voit bien que la France n'a plus les moyens. Il voit bien qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse, pour reprendre l'expression de Valérie Pécresse. Ça, on le voit, on le sait, c'est évident. Il voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas la traction politique qu'il prétend avoir, qu'il n'a plus de troupes derrière lui, ou en tout cas qu'il n'a jamais réussi à augmenter son volume de troupes initiales, c'est-à-dire à peu près de 25% de l'électorat. Tout ça, les observateurs étrangers, à commencer par les Suisses qui connaissent notamment les romans très bien la France, qui regardent les chaînes françaises, qui sont beaucoup plus informés de la politique française que de la politique suisse souvent, ils le voient. Et donc, ça, c'est le deuxième talon d'Achille, à mon avis, d'Emmanuel Macron, c'est qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe sur sa capacité
à réaliser les objectifs qu'il affiche. Et il y a un moment, peut-être y est-on maintenant, où ce grand écart, il devient impraticable. On ne peut plus, ou il devient, je dirais, impossible à négocier. Et voilà, je dirais, deux éléments positifs que j'ai voulu mettre en lumière et dont je pense qu'ils existent toujours, deux éléments, si ce n'est négatifs, du moins plus sceptiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ensuite, deux mots sur la France, parce que derrière Macron, il y a le pays quand même, et qu'il est président d'un pays, et que bien évidemment, un certain nombre de choses qu'il n'a pas pu faire, c'est peut-être parce que le pays n'est pas capable de la comprendre ou n'est pas capable de le faire. Je crois qu'il y a deux éléments qui sont marquants. Et je l'ai dit, les Suisses connaissent très bien la France. Vous savez qu'il y a à peu près 200 000 Suisses qui résident en France. C'est la première communauté étrangère en France. Il y a à peu près 200 000 Français qui résident en Suisse. Là, je parle des résidents. Et vous ajoutez à ça, dans le sens France vers la Suisse, à peu près 200 000 frontaliers. Donc, vous avez 600 000 personnes qui sont un lien permanent entre les deux pays, si je les additionne. Je dirais le premier élément, c'est que la France a un problème et je ne vais pas je ne veux pas me faire le chantre du libéralisme, c'est pas l'objet. Mais pour beaucoup de Suisses, la France a un problème avec son État. L'État français n'est plus capable aujourd'hui ou n'arrive plus à délivrer les promesses, pour parler mal en franglais, à accoucher des promesses qu'il continue d'avoir. Il y a un problème récurrent avec l'État et le grand échec de Macron, c'est qu'il a été incapable de réformer l'État. Il a donné des coups de pied dans la fourmilière, vous les connaissez tous, le statut diplomatique, comment dirais-je, le statut de la haute administration, la dissolution de l'ENA, mais ça, ce sont des coups de pied dans la fourmilière. L'impression générale, c'est qu'il s'est laissé soit engloutir, soit dominer, soit encercler par un État qu'il n'a pas réussi à dominer et à dompter, en quelque sorte. Et que cet État, malheureusement, continue, vu d'un pays qui est habitué à un État beaucoup plus modeste, tout en ayant des services publics tout à fait performants, enfin qui fonctionnent, on a l'impression que ça, c'est le grand échec qui est la réforme de l'État. Et la deuxième chose sur le pays, c'est qu'on ne comprend pas, et je vais me mettre dedans, je ne comprends pas pourquoi les Français qui sont tellement performants, il faut le dire, lorsqu'ils travaillent en Suisse, franchissez, pour ceux d'entre vous qui sont familiers de la frontière romande, allez à Genève, certains d'entre vous y sont peut-être allés ces jours-ci, tous les gens qui vous ont servi dans les magasins, à peu d'exceptions près, tous ceux avec qui vous avez discuté sont des Français. Le nombre de frontaliers dans une ville comme Genève est juste énorme. Ces gens sont souvent les plus productifs, les plus brillants, les plus efficaces dans leurs entreprises. À tel point que vous entendez régulièrement des patrons suisses vous dire « le problème que j'ai, c'est avec les employés suisses, qui sont moins performants que les employés français ». Comment se fait-il que les mêmes personnes, lorsqu'elles sont en France, deviennent, ou en tout cas c'est l'impression qu'on a, râleurs, toujours séparés par des fractures, toujours difficiles à motiver, et que lorsque vous les mettez dans un autre biotope, je ne sais pas s'il en est de même pour l'Allemagne, pour les frontaliers français qui travaillent en Allemagne, eh bien ce sont des gens qui sont tout à fait performants et qui sont, comme on le sait, bien éduqués, bien formés, et qui ont beaucoup d'idées, qui ont évidemment un caractère français, mais voilà. Donc ça, c'est une interrogation que nous avons. Pourquoi ? Et la réponse à cette interrogation, c'est sans doute qu'il y a en France un problème de système, que le système français, et là ça dépasse de loin Emmanuel Macron, le système français est un système qui dysfonctionne. À quel niveau ? Je vous laisse en discuter ou me poser des questions, mais que ces dysfonctionnements français, ce serait injuste de les attribuer tous à Emmanuel Macron. Ce qu'on peut peut-être par contre regretter, c'est qu'il n'ait pas réussi à les corriger alors qu'il l'avait promis dans un livre qui, ça ne vous a pas échappé, s'appelait Révolution française. Merci beaucoup, Richard. Je crois qu'on l'avait vraiment annoncé au début de cette séance. Je crois qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes et vous nous aidez l'un et l'autre effectivement
peut-être avoir à la fois peut-être des atouts, mais aussi des réelles faiblesses dans le système ou dans le français. Et je crois que tout le monde se réjouit beaucoup d'avoir cette possibilité de vous entendre aujourd'hui. Je retiens donc ces trois points essentiels. Donc, Emmanuel Macron est un président tellement français, j'ai beaucoup aimé l'expression, et avec effectivement tout ce brio. Euh, mais effectivement, il a un problème je dirais de connexion ou d'empathie qui fait qu'effectivement, cela peut clasher. Et puis ce problème français qui est, je dirais, probablement plus ancien que le président Macron lui-même, de vouloir jouer un peu au-dessus de sa ligue. On l'a beaucoup reproché également du temps du général de Gaulle. Mais alors peut-être qu'on peut se dire qu'effectivement, du temps du général de Gaulle, il se donnait peut-être les moyens, ou la France se donnait peut-être plus les moyens de jouer au-dessus de sa ligue, mais c'est peut-être quelque chose qui est assez inhérent à un tempérament français, mais qui nécessite certainement d'être revu aujourd'hui à un moment donné où effectivement la France stagne un petit peu sur un certain nombre de points essentiels de compétition internationale. Je crois qu'il sera également très intéressant au cours de la discussion de revenir sur cet élément qui n'est peut-être pas très perçu chez nous, effectivement, de Français très performants à l'étranger ou de Français très performants lorsqu'ils sont en Suisse et qui sont repris par le syndrome d'un tempérament français râleur, divisé, et il faudrait peut-être effectivement s'interroger là-dessus. Alors, je rappelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que j'invite l'ensemble de nos participants à envoyer soit leurs questions par le chat ou à lever leurs mains s'ils souhaitent intervenir. Nous avons encore une quarantaine de minutes ou une trentaine de minutes pour notre discussion. Et donc, d'ores et déjà, je vous invite à intervenir. Euh, Avant peut-être de nous tourner vers effectivement les questions de l'audience, je voudrais peut-être revenir sur ce qui paraît être une sorte de quadrature du cercle, aussi bien pour les dirigeants politiques que finalement pour l'opinion publique, un peu perdue dans le contexte politique dans lequel nous sommes, puisque vous êtes l'un et l'autre issus de pays où effectivement on pratique cette culture de la coalition gouvernementale, avec souvent des coalitions qui paraissent très improbables. Je rappelle qu'effectivement en Allemagne, il y a une coalition entre le SPD, donc les sociodémocrates, avec les écologistes, avec le FDP, qui serait plutôt chez nous considéré comme étant assez conservateur, et que en Suisse, depuis de nombreuses années, les partis de droite radicale participent effectivement au sein du Conseil fédéral à la coalition. Euh, est-ce que quelle est vous votre perception ou comment vous voyez cette question? Pourquoi les Français sont si perdus par rapport à ça et comment peut-on à la fois peut-être soit les rassurer ou de dire que la coalition et la culture du dialogue et du compromis peuvent être quelque chose qui peuvent avoir des vertus? Je vais peut-être commencer. Je crois que c'est un exercice politique qui ne s'apprend pas d'un jour à l'autre. Votre système est depuis des décennies, enfin le système de la Ve République, totalement différent. Il est basé sur des majorités fortes, claires, avec un président très très fort qui a tant de pouvoir que, et ça effectivement, je rejoins Richard, quelqu'un avec tant de pouvoir pour une seule personne, finalement, et tant d'attentes aussi envers lui. Parce que moi, je suis toujours très surprise, bien que je connais la France depuis longtemps, à quel point les Français attendent des choses de leur gouvernement, mais surtout du président. Donc finalement, il ne peut que décevoir au bout d'un certain temps, parce que c'est pas techniquement pas possible autrement. Donc les coalitions, euh, la base des coalitions, c'est le compromis. Moi, mon observation en France, c'est que le compromis chez vous, c'est pas une vertu, c'est plutôt une défaite.
vécues comme des fêtes. Il faut qu'on fasse un compromis. On ne peut pas avancer comme on veut. Et on se donne là aussi pas le temps pour faire des compromis et des coalitions. Je vous rappelle que le dernier gouvernement Merkel, donc nous les élections c'est toujours au mois de septembre, a d'abord fait des négociations qui ont échoué après ces élections au mois de septembre. Et je crois que le gouvernement, finalement, a été annoncé au mois de février ou mars l'année d'après. Donc, imaginez le temps. Octobre, novembre, enfin, ça fait presque 5 mois de négociations. Et les négociations, c'est chez nous pas seulement, bon, on va se mettre d'accord avec les Verts, les sociodémocrates et la CDU, ils travaillent point par point sur les grandes lignes du gouvernement. Bon, après, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir, comme la guerre en Ukraine, mais je crois que le dernier contrat de coalition qui est présenté en même temps que le gouvernement, donc le contrat de coalition que, après la première élection de Scholz a été présenté, avait 119 pages. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très détaillé. Donc, on sait qu'en politique, on ne peut pas suivre les choses à la ligne comme ça. Il va toujours falloir négocier à nouveau. Mais c'est toute une culture qui est totalement différente et qui est vécue, acceptée et, et exercée depuis des décennies. Donc, c'est vrai que maintenant, de dire en France, avec votre système électoral, avec vos préférences pour un président fort, pour les majorités fortes, ça paraît difficile à réaliser, mais je crois que enfin, c'est difficile pour une Allemande de dire ça, mais j'ai l'impression que le système tel qu'il est maintenant arrive à une fin, puisqu'il a créé tellement de mécontentement. On parle toujours du fait, dû aussi à la situation que pour plein de présidentielles, à la fin, le deuxième tour, c'était la décision entre Marine Le Pen et Macron en 2002, Chirac et Jean-Marie Le Pen. Donc les gens votent non pas par conviction pour quelque chose, mais pour éviter ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils se sentent, contrairement aux Allemands, pas représentés. Je cite toujours un exemple banal, mais la FDP, donc les libéraux, ils ont eu, je crois, 7 ou 8% la dernière fois aux élections. Bah, ils font partie du gouvernement, ils ont 3 ministres dans le ministère des Finances. Donc tous ceux qui font partie, qui ont voté pour la FDP et qui font partie de ce 7 et 8% se sentent entendus, écoutés, représentés. Et, euh, et je crois que là, il y a quelque chose à améliorer. Et Macron, au début, il avait quand même la lucidité de voir ce mot dans le pays. Il a dit qu'il veut réformer le système politique, qu'il veut changer les choses. Et j'ai toujours dans l'oreille, après, quand il était réélu en 2022, son discours au Champ de Mars, suite au vote qui était quand même toujours très important pour le Rassemblement national, bien qu'il avait gagné. Il a dit, j'ai compris, je vous ai entendu, je serai désormais pas le président d'un camp, mais de tous les Français, et il va falloir enfin, c'est pas, je peux pas citer littéralement, mais c'était, il va falloir qu'on change notre façon de gouverner. Donc, tout était là comme ce qu'il fallait dire, mais il n'y avait pas d'actes qui ont suivi. En fait, rien n'a changé après. Euh, et quand on regarde la montée du Rassemblement national, depuis 2022 jusqu'à maintenant, c'est énorme. Je sais plus vraiment les chiffres, mais ils ont pris une importance vraiment à couper du souffle, le souffle. Donc, oui, si à l'époque, il aurait changé les choses, si maintenant la France arrivait à mieux représenter les différentes forces politiques au Parlement, ça c'est l'autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un trop grand mépris pour le Parlement? Est-ce que c'est quelque chose que les Français demandent
Mais finalement, quand tu vois tous les inconvénients qui vont avec, euh, les, les longues négociations, justement les compromis, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent? Je n'en suis pas sûre, hein. Donc, je crois que vous êtes, si je peux me permettre, en pleine crise d'identification politique. Euh, qui, quel système veut-on, qui veut en être? Et c'est pas difficile, c'est pas facile de trouver des réponses à ça. Oui, vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de voix qui s'expriment, s'interrogent effectivement pour dire que l'une des règles de base de la Ve République, c'était effectivement, du mode de scrutin, était effectivement de dégager des majorités, et qu'aujourd'hui, effectivement, on est également on est dans un système totalement inverse et que il y a probablement effectivement une réflexion sur de réforme institutionnelle ou en tout cas, on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion profonde sur à la fois nos institutions et notre mode de fonctionnement politique. Richard? Alors, je serais peut-être plus, comment dirais-je, plus nuancé que Brita sur le fait que la France soit dans une sorte de crise de régime, c'est-à-dire que le système actuel, j'entends le système politique, touche à sa fin pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Moi, ce que je constate, c'est que le compromis, ça existe en France, ça marche. Regardez par exemple le succès des intercommunalités. Quand on sait combien le concept même de commune en France est important pour les Français, y compris des toutes petites communes de 300 et quelques habitants, ce qui, vu de Suisse, paraît franchement un peu fou, puisqu'en Suisse, on a eu un processus de concentration des communes très important et que beaucoup de communes continuent de vouloir fusionner les unes avec les autres en Suisse pour atteindre un certain volume. Mais les intercommunalités, ça fonctionne, et les intercommunalités, ce ne sont que des compromis au niveau local, c'est-à-dire au niveau des choses qui touchent le plus les gens dans leur vie quotidienne. J'étais il n'y a pas longtemps en reportage dans la Sarthe, dans la circonscription que Marie-Caroline Le Pen a échoué à conquérir, celle de François Fillon, puisque la candidate sortante, la députée sortante qui est LFI, mais je dirais LFI light en quelque sorte, a été réélue avec, si je ne me trompe pas, à peu près 300 voix d'avance. Eh bien, dans cette Sarthe, dans cette circonscription que certains d'entre vous connaissent peut-être, j'ai visité 3 intercommunalités qui fonctionnent très bien. Très bien. Donc, regardez par ailleurs les cahiers de doléances, les fameux cahiers de doléances dont on reparle maintenant, puisque le nouveau Front populaire les remet un peu à l'agenda. C'était les cahiers de doléances qui ont été remplis suite au grand débat national initié par Emmanuel Macron. Je crois que l'un des patrons de cette opération, c'était Pascal Perrineau, si je ne me trompe pas, qui avait pour mission de coordonner ces cahiers de doléances et d'en faire, disons, de les mettre en forme. Eh bien, partout, il y a la volonté de collaborer et de coopérer. Donc, le concept du compromis, de la coopération, il n'est pas du tout étranger au tempérament français. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Ce qui se passe, c'est 2 choses. Là où Brita a tout à fait raison, c'est que cette volonté, on va dire populaire, je ne sais pas comment l'appeler, cette volonté des gens de coopérer se heurte à un système politique vertical où à la fin, vous n'avez qu'un gagnant. Donc, bien évidemment, s'il n'y a qu'un seul gagnant, ça n'est pas tellement propice au compromis. Par définition, il n'y a qu'un gagnant à la fin. Donc, il y a bien un moment où les choses se crispent et où l'intérêt de ceux qui concourent n'est plus de faire des compromis, puisque l'objectif, c'est de gagner, c'est-à-dire d'être le numéro 1. Donc ça, oui, incontestablement, il y a une percussion entre ces deux, il y a une confrontation entre ces 2 logiques. Et l'autre chose, à mon avis, alors là, ça ne vous étonnera pas venant de la part de quelqu'un qui est à moitié suisse, c'est que je crois que trop de choses en France sont gérées en haut, c'est-à-dire à Paris. Trop de choses. C'est-à-dire, au fond, si le compromis deviendrait naturel, il me semble d'ailleurs, je demande à voir parce que là, je suis sur un terrain que je ne maîtrise pas, il me semble qu'au niveau des régions, les compromis entre partis politiques, ça fonctionne assez bien. Quand je me promène en France, que je vais en reportage, j'entends rarement, même avec le Rassemblement national, j'ai l'impression que dans les régions où le Rassemblement national est très implanté,
ça peut fonctionner. Donc, il y a, à mon avis, deux difficultés. La difficulté, c'est le système politique vertical avec, in fine, le gagnant. Et comme beaucoup de gens veulent être gagnants, comme beaucoup de gens se positionnent pour la présidentielle et que ces gens sont pour la plupart des dirigeants de partis politiques, évidemment, ça ne les incite pas au compromis. Et il y a sans doute trop de sujets qui sont gérés par l'administration centrale, appelons-la comme ça, et qui, s'ils étaient décentralisés, s'ils étaient gérés au niveau des régions, si on choisit cette échelle-là, après je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur la taille des régions en France, quelle est la bonne, etc. Je pense que le compromis se ferait jour. Ce que je constate en tout cas, c'est que plus on descend, plus le compromis fonctionne. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faudrait voir les choses. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que ce que je dis là, Emmanuel Macron l'a dit. Il avait dit lui-même qu'il fallait gouverner au plus près des gens, au plus près du terrain. Donc l'élément qui déconcerte chez Emmanuel Macron, c'est une phrase que je répète moi aussi souvent, je suis comme Britta, on finit par avoir des espèces je dirais, de réponses qui reviennent régulièrement, c'est que au fond, il est très bon dans le diagnostic. J'aimerais l'avoir comme médecin. Il a un bon diagnostic. En tout cas, il a un diagnostic que je trouve assez juste de l'état du pays et de ce qu'il faut faire. La difficulté, c'est qu'il n'a pas les médicaments et qu'il n'aime pas le patient. Et que le patient, en retour, ne lui fait pas confiance. Donc, vous avez beau être le meilleur des médecins, et ce n'est pas un hasard si je parle de médecin, puisqu'il vient d'une famille médicale. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il dit qu'il est le raté de la famille parce qu'il n'a pas été médecin. Quand vous avez un médecin qui a un bon diagnostic, qui n'a pas de médicaments, qui n'aime pas le patient et les patients ne lui font pas confiance, ben voilà, la mécanique déraille. Donc je crois qu'on en est là. Mais pour le compromis, je pense franchement que les Français sont tout à fait capables du compromis. Je dirais même qu'ils le veulent. Et d'ailleurs, très franchement, ils ne l'avaient pas voulu, ils n'auraient pas élu Emmanuel Macron en 2017. Ils l'ont élu sur une idée peut-être fantasmée, qui était l'idée d'un compromis possible. Donc, vive la France du compromis parce qu'elle existe. Mais encore faut-il vouloir aller la chercher et faut-il ensuite en tirer les conséquences. Oui, c'est ce que, effectivement, vos remarques sur la proximité et la capacité de développer du compromis, plus on se rapproche effectivement du terrain. Et effectivement, c'est ce que aussi Macron appelait d'être à proximité d'engueulade, je crois. Et je crois que c'est effectivement très juste. Je crois qu'également votre formule du médecin qui a le bon diagnostic mais pas les médicaments et qui n'aime pas le patient, je crois que c'est une formule qu'on conservera également de cet échange. Euh, Effectivement, il y a quand même une illustration, beaucoup de choses sur lesquelles beaucoup de gens s'interrogent, c'est de se dire que, à l'évidence, il n'y a pas vraiment eu de vainqueur de cette élection. Et que malgré tout, l'une des composantes aujourd'hui dit c'est notre programme, tout notre programme et que notre programme. Donc, ça montre qu'il est très difficile d'envisager du compromis, alors que dans n'importe quel autre pays, semble-t-il, effectivement, si il y avait plusieurs composantes politiques éventuellement compatibles, elles ne demanderaient pas pour elles d'appliquer l'intégralité de leur programme. Donc là, c'est certainement quelque chose sur lequel on peut s'interroger. Je voulais revenir, et d'ailleurs à la faveur d'une question de Redouane Znaghi, puisque Britta, vous avez beaucoup évoqué tout à l'heure le, l'anxiété ou l'inquiétude avec laquelle l'Allemagne suit depuis plusieurs années la montée du Rassemblement national. Parce que finalement, depuis cette espèce d'extraordinaire surprise il y a 15 jours ou 3 semaines du résultat de l'élection, on a beaucoup parlé des difficultés de former un gouvernement, mais finalement, le Rassemblement national a été extrêmement finalement à la fois discret et un peu à l'écart des grandes discussions. Mais malgré tout, le score est là. Il a été clairement dit que même si le parti se retrouve que troisième en termes de sièges, c'est lui qui a rassemblé le plus de voix. Euh, et, euh, et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que la question de Redouane est la suivante, c'est est-ce que cette, ce sursaut qui a eu lieu entre les deux tours, est-ce que vous le voyez comme
un sursaut républicain de fierté, de dignité, de refus de la haine, qui évoque les grandes heures de la France des Lumières et de la grandeur française, ou est-ce que c'est juste une sorte de mécanique de politique électorale qui a abouti finalement à ce résultat un peu improbable? Je crois que c'est c'est peut-être les deux, hein. Que ce fameux front républicain allait encore une fois marcher, personne n'en était vraiment sûr avant. En Allemagne, il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes que le Rassemblement national allait pouvoir nommer un Premier ministre, nommer des ministres. Bon, après, euh, quand on a regardé les sondages, il s'avérait qu'apparemment, une majorité absolue serait pas vraiment probable. Donc, les Allemands étaient rassurés que les Français se sont quand même en grande partie prononcés contre le Rassemblement national, ce qui est évidemment aussi dû à tout ce qu'on connaît, toutes les négociations autour des triangulaires qui ont écarté le troisième candidat et ont augmenté les chances de celui qui était en face du Rassemblement national. Euh, de là résulte quand même un autre problème que vous connaissez tous, c'est que tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, qui est quand même le parti le plus fort, le parti unique le plus fort, quand on parle de parti, non pas d'alliance, ne se sentent pas représentés. Et je crois que Emmanuel Macron l'a évoqué hier dans son interview sur France 2, mais beaucoup de monde ressentent comme difficile que ce parti, selon un principe démocratique, n'a pas de poste. À l'Assemblée nationale. Euh, donc, je crois que le problème derrière, c'est la question qu'est-ce qui a fait grandir cette extrême droite? Et là aussi, je crois qu'on rejoint quelque chose dont on avait déjà discuté avant. Le Rassemblement national a su s'adresser avec une grande habileté à ceux qui se sentent pas entendus par le gouvernement actuel, et d'ailleurs pas seulement par le gouvernement actuel, mais aussi par les autres partis classiques, ceux qui se sentent délaissés, qui ont l'impression que il y a une première partie des Français qui arrive toujours devant. Tout le monde est à la même vitesse, tout le monde fait plus d'efforts, hein, mais il y a une première partie qui est devant et eux, ils sont de plus en plus derrière. Ils ne peuvent pas se permettre la vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux, de style de vie, plein de choses. Et évidemment, cette haine, aussi un phénomène très français, se tourne très vite contre ceux qui font partie de l'élite parisienne, l'élite politique. Et le Rassemblement national a réussi à se distinguer de cette élite parisienne. J'ai suivi Jordan Bardella pour un portrait euh, pendant la campagne pour les européennes et Marine Le Pen aussi. C'est étonnant à quel point ils ont donné, ou ils arrivent à donner l'impression aux Français et aux Françaises de les comprendre, d'être de leur camp, de leur côté. Et d'avoir, j'ai fait un grand entretien avec Jérôme Fourquet sur ce phénomène il y a une dizaine de jours qu'on a publié dans Der Spiegel. Et Fourquet disait, ils ont réussi l'exercice, il appelait ça l'empathie authentique. Et je crois que là, il y a quelque chose, n'importe comment on trouve le Rassemblement national, et évidemment, personne ici souhaite probablement qu'il soit au gouvernement, mais ils ont réussi cet exercice aussi en faisant des promesses qu'ils vont jamais pouvoir tenir. Ils ont vendu des illusions aussi pendant ces élections européennes, notamment celles qu'on peut euh, profiter de tous les avantages de l'Union européenne, mais quand c'est au désavantage de la France, on peut négocier les contrats à nouveau, ce qui juridiquement, pratiquement pas possible ou difficilement possible. Mais ils ont réussi à créer cette proximité et aussi vraiment dans les régions, dans les communes. Et j'étais en Gironde et là, par exemple, les gens me disaient, oui, mais ils sont là toutes les semaines, ils sont sur le marché, on peut leur parler.
Quand il y a un bal de pompiers, ils viennent. Quand il y a une association sportive qui ouvre un nouveau bureau, qui a gagné quelque chose, ils viennent ou ils envoient des lettres. Enfin, on peut dire que c'est opportuniste ou calculateur de leur part, parce que c'est aussi certainement, mais ils ont en quelque sorte réussi cet exercice de proximité où je crois que les autres partis, pas seulement le gouvernement, ont laissé un grand vide. Et je crois que ce mélange entre se sentir pas écouté, pas vu, oublié, délaissé, et ce manque que d'autres ressentent en participation démocratique, et on peut même, quand on compare à l'Allemagne, aller plus loin et dire participation dans une entreprise, ce que Richard évoquait des gens qui travaillent, des Français qui travaillent en Suisse. Bah, et si vous avez toujours des structures de management super verticales, verticaux, donc en Allemagne, il y a ce système de participation, et on donne plus de responsabilités à partir d'un certain niveau, mais même dans une usine, aux gens qui travaillent, on leur fait plus confiance. C'est pas cette culture de management du haut. Et je crois que tout ça crée dans l'ensemble un grand mécontentement qui est très à l'avantage du Rassemblement national. Et, euh, et là, il y a quelque chose qui, à part le système électoral ou Macron ou pas Macron, va, à mon avis, pose un danger pour les années à venir. Merci. Oui, effectivement, ce que vous nous dites sur le Rassemblement national est extrêmement pertinent. Je voudrais peut-être, avant de passer la parole à Richard, prolonger un tout petit peu, si vous pouviez nous dire, euh, par rapport à la dynamique ou par rapport à l'AfD en Allemagne, euh, comment voyez-vous l'évolution des deux partis? Quels sont les points similaires, mais également il y a beaucoup de grandes différences et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'un ou qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'un ou de l'autre? Bon, évidemment, ça nous inquiète beaucoup, la présence et la montée de l'AfD en Allemagne, qui risque maintenant, dans les élections régionales à venir, à partir du mois de septembre, d'être en partie dans les parlements régionaux la première force politique. Bon, ils sont toujours beaucoup plus extrêmes que le Rassemblement national. Bon, on a tous, même en France, vous avez suivi ce sommet secret où on parlait de ce concept de rémigration. Donc, ce qui les rend moins, comment dire, acceptables pour, comme ici, des gens qui peut-être avant votaient les Républicains et disent bah, pourquoi pas essayer maintenant le Rassemblement national, puisque finalement, ils sont de plus en plus raisonnables. Euh, donc, je crois que ça, c'est une des grandes différences, mais on a, comme dans plein de pays européens, cette montée de la droite qui nous inquiète. Après, c'est vrai que dans plusieurs parlements régionaux où ils ont été présents, ils ont quand même été mis à l'épreuve par notre système électoral en tant que députés et autres, et ont déçu. Donc souvent, à la pratique, une fois qu'ils sont présents dans ces parlements, ils déçoivent les électeurs qui les ont élus. Donc il y a une désillusion en quelque sorte qui est créée. Mais je ne veux pas dire qu'on est à l'abri, hein. C'est aussi virulent chez nous, cette montée de la droite, avec pour le moment l'avantage c'est pour le moment moins fort. Ils sont plus extrêmes, donc il y a une certaine partie de la population qui prend des distances au lieu de s'approcher. Ici, on a vu l'effet envers. Le Rassemblement national a aussi pu gagner tellement depuis 2022, puisqu'ils sont allés avec ses 88 députés à l'Assemblée nationale. Et par rapport à la France insoumise, ils se sont avérés comme ceux qui se comportaient comme il fallait, qui respectaient l'institution du Parlement, qui venaient avec, si on veut prendre ça comme signe de respect, habillés en costume
voilà, ou en tailleur. Donc ils n'étaient pas peut-être toujours super compétents, mais ils ont respecté les institutions et de temps en temps, ils ont voté avec les uns et les autres. Donc, toute leur stratégie, d'ailleurs, était de prouver qu'ils étaient capables de gouverner, qu'ils étaient sérieux. Je crois que ça, c'est la différence. À voir comment ça va se passer maintenant dans les élections qu'on va vivre à partir du mois de septembre en Allemagne. Euh, Richard, vous voulez intervenir également en complément Ouais. sur le Alors, Rassemblement sur le national? Rassemblement national, d'abord peut-être apporter un élément d'information, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en Suisse, donc, nous avons une caractéristique au niveau fédéral. Donc, il faut savoir d'abord qu'en Suisse, à peu près 80% des sujets, les sujets qui touchent la vie des gens, sont gérés au niveau cantonal, y compris l'éducation, la police et la justice. Donc, ça, ce sont des compétences cantonales. Les compétences fédérales sont relativement limitées. On est dans un modèle, on pourrait dire, à l'américaine, en quelque sorte. Et le gouvernement fédéral est une coalition forcée, une coalition obligée de 7 ministres qui viennent des 4 premiers partis représentés au Parlement. Donc, les 3 premiers partis envoient 2 ministres et le 4e parti envoie un ministre. Il y en a 7, évidemment, pour permettre une majorité s'il y a un vote au sein de ce qu'on appelle le collège. Il y a au sein de ce collège depuis 2000 l'UDC, le parti de droite radicale, qui initialement était celui qui avait juste un ministre et qui, à partir de 2004, en a eu 2 compte tenu de son poids politique. Donc nous apportons la preuve qu'il est possible de gouverner un pays réputé efficace avec la droite radicale dans un gouvernement. Mais encore une fois, dans un contexte, je le répète, bien particulier, où d'une part, les compétences fédérales sont limitées, et d'ailleurs c'est intéressant, parce que l'UDC ne contrôle aucun exécutif cantonal. Les Suisses ne confient pas les commandes des cantons, c'est-à-dire là où se décide la majorité des sujets, ils ne les confient pas à l'UDC, c'est-à-dire à la droite radicale. Et le deuxième élément, c'est que notre système est modéré, nuancé par les référendums et la démocratie directe, puisque par ailleurs, il y a ce levier de la démocratie directe qui permet au peuple régulièrement d'intervenir. Alors, sur le Rassemblement national, moi, je dirais que, et je ne voudrais pas paraphraser, répéter ce qu'a dit Brita, mais aussi répéter ce que disent tous les observateurs français, qu'ils disent évidemment beaucoup mieux que nous, les journalistes étrangers. Premier élément, on le sait tous quand on va sur le terrain, mais je crois qu'il faut le redire. Vous avez une partie de l'électorat français, assez conséquente, à peu près 20% des gens, à mon avis, qui n'ont pas fait le deuil du Parti communiste. C'est-à-dire d'un parti qui encadre, qui fait du clientélisme, mais du clientélisme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui aide à trouver un job pour votre sœur, pour votre cousine, qui vous aide à progresser dans la vie, qui vous accompagne, qui est présent lorsque vous avez besoin de lui. Donc le modèle communiste qui a quand même imbibé énormément dans la société française, notamment dans des terroirs industriels, et on pense au nord ou à l'est, comme par hasard, ce sont des zones d'influence importantes du Rassemblement national, eh bien, je crois qu'il y a toujours ça dans la psyché politique française. On a envie d'un parti qui vous encadre. Et aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui joue ce rôle pour une partie de l'électorat. Ensuite, il y a l'élément d'abandon dont a parlé Brita, qui touche aujourd'hui les zones rurales. Tout à l'heure, Philippe me présentait en disant que j'étais né à Neuilly-sur-Seine, mais en réalité, j'ai grandi en France avec ma maman qui est française et j'ai grandi dans la Nièvre. Pour ceux qui connaissent la Nièvre, département rural, département de François Mitterrand. Aujourd'hui, la circonscription de François Mitterrand, elle a été redécoupée, mais la circonscription de Château-Chinon a un député Rassemblement national. Ben voilà, vous avez tout compris. Ça, c'est l'abandon d'une certaine population qui se sent effectivement délaissée. Et puis, il y a un troisième élément. Outre le discours anti-élite, et Brita en a parlé, mais il y a un troisième élément qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'ils ont fait preuve d'une redoutable intelligence politique. Alors là, ils se sont plantés avec l'opération Matignon, le plan Matignon, avec des candidats qui ont été trop vite désignés, et c'était sans doute un peu le calcul d'Emmanuel Macron que de précipiter les choses pour qu'ils n'aient pas le temps de se préparer. Mais si vous enlevez cet aspect échec de Jordan Bardella, ils n'ont pas fait beaucoup de fautes politiques ces 20 dernières années, le Rassemblement national.
Marine Le Pen n'a pas fait beaucoup de fautes politiques. Elle a buté contre un plafond de verre, c'est une chose, mais franchement, sa marge de progression est quand même notable. Je dirais presque qu'aujourd'hui, l'intelligence politique, au sens stratégique, tactique, elle est pas mal du côté du Rassemblement national. Et ça, il faut le prendre en compte. Il faut arrêter de penser que c'est un parti qui n'a pas d'idée, qui est stratégiquement faible. Je vais vous donner un exemple, une anecdote. Emmanuel Macron vient en Suisse les 15 et 16 novembre 2023. Je prends un peu de l'avance, comme le font tous les journalistes. Je prends contact avec sa responsable de la presse internationale et je lui dis, donne-nous, fais-nous en sorte d'avoir une interview sur le référendum. C'était pile un moment où Emmanuel Macron reparlait de référendum dans le cadre des rencontres de Saint-Denis. Donc le timing était, je dirais, tout à fait bon. Je lui dis, Macron va en Suisse, qu'il vienne nous parler de référendum. Et je lui avais même proposé d'emmener à Paris des lecteurs de Blick, donc des lecteurs qui connaissent parfaitement le référendum et la démocratie directe, et il aurait été interrogé par nos lecteurs un peu comme le font le Parisien. Vous savez, le Parisien fait interroger des personnalités par ses lecteurs. Et je trouvais que l'idée était assez... qu'elle pouvait avoir du sens pour un président qui parlait de référendum. Refus. Je ne sais pas à quel endroit ça a bloqué, mais refus. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est bien gardé de parler en Suisse de référendum, ce qui prouve qu'il n'avait pas vraiment envie d'en faire en France, à mon avis. Il s'est bien gardé d'en parler. Je décroche mon téléphone dans la seconde, je vous promets, dans la seconde où j'apprends qu'Emmanuel Macron ne nous donnera pas cet entretien, je décroche mon téléphone, j'appelle la chef de cabinet de Marine Le Pen. 3 heures après, j'étais dans son bureau. Et elle nous a donné une interview sur les référendums. Ce qui est politiquement très intelligent. Elle a fait la une de Blick, quotidien suisse-allemand, premier quotidien de Suisse, pays s'il en est de la démocratie directe, où elle a parlé de référendum. Donc ça veut dire, ne négligeons pas quand même l'intelligence politique du Rassemblement national. Il y a des bons dans leur rang, il n'y a pas que des nuls. Or, l'élite française adore dire qu'il n'y a que des nuls, mais ce n'est pas vrai. Il y a des bons, et ces bons, ils savent aujourd'hui diriger un parti, et ça ne vous aura pas échappé que maintenant, ils vont en avoir les moyens, grâce à la manne financière liée à leurs 143 députés, et que s'ils utilisent bien cet argent, c'est quand même des sommes assez conséquentes, ils peuvent se payer les talents de coaching, de formation qui leur font défaut. Donc moi, je voudrais insister là-dessus. Et on a vu ça avec l'UDC en Suisse. Les élites, à commencer par les élites médiatiques, les prennent toujours pour des bourrins, pardonnez-moi l'expression, mais c'est des bourrins qui apprennent vite, et surtout quand ils sont au pouvoir. Alors, ils ont toujours des défauts qui nous permettent de les caricaturer, mais ils apprennent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Alors, on approche du terme de cette séance et donc je vais tout de suite me tourner vers Philippe. Puis en plus, vous avez évoqué la Bourgogne, donc qui est sa terre d'origine et sa terre d'élection. Et donc, parce que je crois que Philippe souhaite également intervenir dans cette discussion. Et puis, je te laisserai la parole, Philippe, pour conclure et encore une fois remercier nos invités pour cet échange extrêmement passionnant. Peut-être qu'on pourra très prochainement renouveler cet exercice parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas évoquées, notamment effectivement l'impact sur la construction européenne, l'impact sur la guerre en Ukraine, mais aussi peut-être avoir une réflexion sur la place de la France en Afrique, la récente affaire des sous-marins australiens. Est-ce que tout ça dénote effectivement une sorte de perte de rang et d'influence de la France? On n'a pas le temps d'évoquer tout ça ce soir, mais voilà, on a eu, je crois, effectivement des échanges extrêmement nourris, et donc je me tourne immédiatement vers Philippe. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors, je vais conclure dans quelques minutes, mais je voudrais peut-être avant qu'on évoque rapidement un sujet qui personnellement ne me passionne pas beaucoup, mais qu'on avait mis à l'ordre du jour et qui, je pense, est peut-être intéressant à observer au moment où on va se séparer, c'est celui des Jeux Olympiques. Pourquoi cette question? Parce que, vous savez, les Français, vous les connaissez très très bien, vous venez de nous le démontrer brillamment. Les Français, c'est un peuple un peu bizarre parce qu'ils sont révolutionnaires, grincheux toute l'année, puis après arrivent les vacances, l'apéro, on pense à autre chose.
et les Gaulois font la fête, boivent une cervoise comme dans Astérix, et puis ils recommencent à se battre seulement en septembre. Donc on rentre dans une période un peu particulière que cette année le président a un peu gâché parce qu'il y a de l'actualité politique qui ne nous permet pas de nous reposer de la même manière que d'habitude, mais arrive après-demain donc l'ouverture de cette Olympiade. Qui a tous les inconvénients qu'on sait pour les Parisiens. Richard, vous en avez parlé dans votre République du jour, et c'est vrai que c'est assez curieux, c'est de voir la ville encagée. Malgré tout, ça va être l'occasion de faire la fête, de montrer que Paris est belle, de montrer qu'on attire le monde entier, le regard du monde entier en particulier. Est-ce que vous qui connaissez bien les Français, vous avez le sentiment, Britta et Richard, que peut-être on peut avoir une espèce de sortie de cette mélasse dans laquelle on est. Tout le monde a un mauvais moral en France. On ne sait pas où on va politiquement. On n'a jamais connu cette situation où le déclin de la France est un sujet récurrent, mais qui là est particulièrement prégnant dans la conversation. Est-ce que vous avez espoir que cette Olympiade, si elle est réussie, s'il n'y a pas d'accident, évidemment personne ne le souhaite, puisse être une espèce de lieu, une espèce d'enthousiasme populaire qui pourrait un peu purger la situation pas très agréable dans laquelle on est. Britta, peut-être. Moi, je crois que ça peut être une parenthèse beaucoup plus joyeuse, hein, que ces dernières semaines. Et moi, je crois pouvoir avoir pu constater lors du passage de la flamme olympique à Paris que les gens avaient vraiment, vraiment envie d'autre chose, d'un moment de légèreté. Et il y avait j'ai observé des scènes vraiment d'une grande émotion dans la rue. Quand cette flamme passait, les gens applaudissaient, applaudissaient aux différentes relayeurs qui aussi beaucoup, beaucoup, et surtout quand ils venaient de la société civile. Donc, je crois que ces jeux sont bienvenus puisque les gens ne veulent plus entendre de tous ces débats, disputes. Les noms pour un Premier ministre qui sont retirés 2, 3 jours après. Ils en ont, à mon avis, marre de ces batailles politiques et ils veulent vraiment autre chose. Mais tout le monde sait aussi qu'il n'y a aucune solution, il n'y a aucune majorité en vue, il n'y a pas de gouvernement, personne ne sait qui va gouverner après les Jeux. Donc, ça ne va rester qu'une parenthèse, une parenthèse bienvenue. Je crois que par contre, la cérémonie demain, s'il n'y a pas une menace qui sera là-dessus, ou un attentat, mais je crois que la préfecture a bien préparé pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Ça peut être quelque chose de très beau, puisque les Français ont un grand talent pour ce genre de mise en scène, et tout ce que j'ai entendu dire jusqu'à maintenant sur les préparations me fait dire que ça va être vraiment un moment où les Français peuvent à nouveau être fiers de leur pays et de ce qu'il est capable de faire. Mais bon, rien n'exclut que le jour après, les choses ne seront pas plus roses qu'elles sont maintenant. Merci, Richard. Alors, en écoutant tout à l'heure, je regardais et je vois qu'il y a eu un sondage. Je reviens à l'idée de compromis et ça nous amène aux Jeux Olympiques. Qu'il y a un sondage d'Odoxa qui a été publié le 23 juillet, selon lequel 61% des Français reprochent aux partis politiques leur incapacité à s'entendre en période de crise et ne comprennent pas l'impossibilité de former une coalition. Donc, ça prouve bien, on l'a dit, que le compromis n'est pas impossible en France et qu'il y a la volonté de compromis. Après, je ne crois pas que le compromis puisse être bâti sur l'abdication des programmes. C'est plutôt sur une combinaison des programmes. Mais là, ça nous amène à reparler de politique. Donc, parlons des JO. Écoutez, moi, il faut vraiment, je crois qu'on est tous d'accord, j'imagine, si on faisait un sondage, il faut vraiment que cette cérémonie d'ouverture soit réussie. C'est vraiment un impératif. Parce qu'elle a été imposée aux Parisiens sur la scène. C'est inédit. C'est quand même pénible, il faut bien le dire. On habite tous à Paris, c'est pénible. C'est pas beau, les abords de la Seine. Je ne parle pas de la cérémonie, mais les abords de la Seine, c'est quand même très laid, avec ces grillages partout, etc. Faut vraiment que ce soit réussi. Et si c'est réussi, je dirais déjà, là, oui, un grand bout du chemin aura été parcouru.
Donc là, malheureusement, enfin malheureusement, non, heureusement pour le suspense, on aura seulement la réponse vendredi soir quand on aura fini de regarder nos écrans ou bien quand on pourra se lever de l'estrade sur laquelle on est assis pour ceux qui seront accrédités. Les Jeux olympiques peuvent-ils être une catharsis politique? Ça, en revanche, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Autant je crois que la cérémonie peut rester dans les esprits, redonner de la fierté, calmer, je dirais, et puis redonner le goût de la réussite et du panache, parce que ce sont des qualités très françaises, autant je ne crois pas du tout ensuite que les Jeux vont penser la moindre plaie. Parce que les Jeux olympiques, très franchement, ce n'est pas la Coupe du monde de foot. Ça n'a pas le même élan national. Par ailleurs, bon, bien évidemment, il y aura les athlètes français. Emmanuel Macron a dit le top 5, etc. Mais je crois que très vite, ça va disparaître. On n'est pas dans quelque chose qui va laisser un héritage. Par contre, et ça, c'est peut-être dommage qu'on en parle beaucoup moins, parce que ces Jeux avaient aussi pour but de mémoire d'être ancrés dans le nord de Paris, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis. Moi, je suis allé en reportage là-bas. Je trouve que ce qui a été fait à l'occasion des Jeux, en termes de désenclavement de cette partie de la banlieue parisienne, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est encore beaucoup en chantier, mais la gare Pleyel, enfin, vous connaissez tout ça. On dit trop peu la prouesse en termes d'infrastructure que constitue le Grand Paris. Moi, je trouve que c'est formidable. Parce que la densité de Paris, alors bien évidemment, on ne va pas comparer la Suisse aux villes allemandes, mais prenons la plus grande des villes de Suisse qui est Zurich. À Zurich, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, je ne parle même pas de Genève, vous ne pouvez même pas construire ou enlever un bout de jardin pour faire une route. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez plus rien faire. Là, il y a eu vraiment des moyens, il y a un énorme chantier et je suis un peu déçu, à vrai dire, en tant qu'observateur, que ces chantiers du Grand Paris, même si Emmanuel Macron est allé à la gare Pleyel, ne soient pas davantage mis en valeur parce que ce qui a été fait, c'est vraiment digne d'une grande capitale internationale. Et voilà, donc ça, je suis un peu déçu que ça ne soit pas plus mis en avant durant ces Jeux, mais peut-être que les Jeux vont me donner tort. Mais alors, par contre, l'esprit olympique qui pense toutes les plaies politiques, alors ça, je n'y crois absolument pas. C'était déjà pas le cas dans la Grèce antique, je le rappelle, puisque sitôt les médailles décernées, ils recommençaient à se foutre sur la gueule et à s'entretuer. Il y avait les Grecs étaient des Gaulois avant la Gaule, si je vous entends bien, Richard. Bien, merci en tout cas à tous les deux. Alors moi, d'abord, je voudrais mettre Britta à l'aise. Elle était un peu embarrassée tout à l'heure de dire qu'on pouvait peut-être considérer que Macron était un pyromane. Vous avez vu, Britta, que dans la presse française, il a été traité de Néron plus souvent qu'à son tour. Donc, vous n'avez pas franchi les marges de ce qu'il est convenable de faire en France. Je vous rassure. Moi, j'ai été très intéressé de vous voir converger beaucoup dans votre diagnostic sur l'idée du manque d'empathie, de l'idée qu'il y avait un sentiment de sous-représentation. Je pense qu'on est vraiment au cœur de la problématique. Et c'est d'ailleurs très contrariant quand on pose ce diagnostic parce que c'est une problématique qui est à la fois identitaire, culturelle. Autrement dit, ce n'est pas une problématique technique qu'on va pouvoir régler facilement par des réglages techniques. Je ne sais pas comment on va en sortir, mais je pense que vous avez posé le mot diagnostic. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant de vous voir converger sur ce diagnostic commun l'une et l'autre. Peut-être un paradoxe aussi, parce que vous disiez que les Français avaient envie d'être représentés, mais vous avez dit aussi qu'ils avaient envie d'être encadrés. Richard, vous l'avez fait valoir s'agissant du rôle un peu que jouerait le Front National en substitut du Parti communiste. On peut dire un peu la même chose d'ailleurs des frères musulmans qui jouent ce rôle aussi, là, souvent dans les mêmes banlieues rouges. Hein. Et vous avez raison tous les deux d'insister sur ce fait. Et là, pour le coup, je crois que par rapport aux Français et aux Allemands, enfin pour autant que je puisse connaître vos deux pays, je les connais un peu, il y a quand même aussi une différence, c'est que les Français sont pas tellement contributifs. C'est-à-dire que moi, je suis très frappé quand je suis en particulier dans le sud de l'Allemagne, que je connais un peu mieux, ou en Suisse, il y a un sentiment que le citoyen doit contribuer. Hein. Il y a quelque chose qui est quasi américain. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Ça, c'est pas très français. On est très en attente, nous. Hein. C'est aussi l'héritage de ce que vous avez mentionné tous les deux, c'est cette espèce d'attente quasi démiurgique d'un roi, des actes que pourrait poser un roi qui guérirait les écrouelles par sa seule présence et par l'imposition des mains. Donc on est dans quelque chose qui est quand même très clairement une pathologie, je dirais, de psychologie collective qui ne va pas être facile à explorer jusqu'au bout, ni a fortiori à régler. Mais en tout cas, moi j'ai été très très intéressé de vous entendre l'un et l'autre l'explorer. Alors je finirai peut-être sur cette petite Suisserie que j'aime bien entendre quand je suis en Suisse romande, quand on parle des Français, souvent on dit ah ben
il nous a éblouis, mais il nous a pas beaucoup éclairés. Et c'est ce que je pense on pourrait dire d'Emmanuel Macron vu dans le regard étranger, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans Macron toute cette espèce de force française, ce brio, cette profondeur de culture, et puis aussi les limites de la France dans sa capacité à régler ses problèmes, lesquels, je viens de le dire, ne sont pas très faciles à régler. En tout cas, j'ai été très, très heureux de vous entendre. Je pense que tous ceux qui ont participé à cette conversation l'ont été également. Je vous remercie de votre temps parce que Dieu sait qu'il y a de l'actualité, que l'une et l'autre, vous avez beaucoup à faire. Donc, vraiment, merci d'avoir consacré cette heure et demie à nos amis d'Aspen et à tous ceux qui participaient à cet échange. Je vous souhaite à tous les deux un bon été, comme je souhaite un bon été à tous ceux qui sont avec nous ce soir en visio. Et puis, je finis tout de même par un petit quart d'heure de publicité. C'est la fin de la saison Aspen, mais nous recommençons dès le début de septembre. Le 10 septembre, dans le format Bellefeuille, où nous recevons un auteur, l'auteur d'un livre récent, nous recevrons les deux auteurs, dont Ludovic Marino, d'un livre qui vient d'être publié sur Jean Co, qui est un très bon livre d'ailleurs, qui je crois est en liste pour plusieurs prix. Et Janco est une très belle figure française par rapport à tout ce qu'on vient de se dire d'ailleurs. Et puis, donc ça, ce sera le 10 septembre. Et puis, quelques jours après, alors là, on est sans le vouloir dans l'actualité, puisque vous avez vu aujourd'hui que le collège de l'Arcom a pris des décisions assez spectaculaires. Nous recevrons le 15 septembre, dans le cadre de notre format, cette fois des hommes qui lisent, où on interroge une personne sur les lectures qui ont été formatrices pour lui dans sa jeunesse et dans sa carrière. Nous Le 15 recevrons octobre. Franck-Olivier Mestre, qui est le patron de l'Arcom, précisément. Voilà. Donc, cet échange est terminé. Encore une fois, un grand merci à Britta Sandberg, dont je recommande la lecture de l'interview, d'ailleurs, au passage de Jérôme Fourquet. Les réponses sont très bonnes parce qu'on connaît la connaissance de Jérôme Fourquet, mais les questions aussi, ça m'a impressionné. Britta, vous nous connaissez bien, en particulier quand vous évoquez le fait que vous êtes frappé par le fait qu'il y a plusieurs France. C'est un fait, on l'a évoqué en passant. Donc, une très bonne interview dans le Spiegel. Et puis, on peut toujours retrouver tous les matins République et Richard Verly. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, bon été encore une fois et on se retrouve à la rentrée. Merci à vous. Au revoir.